Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast de One Human One Story, une initiative étudiante dont le but est de connecter les étudiants avec des personnalités et leaders de divers horizons en partageant leur parcours professionnel, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, leurs difficultés qu'ils ont dû affronter ou leur rôle de leader ou d'entrepreneur qu'ils ont dû développer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer M. Pierre Maudet. Pierre Maudet est un homme politique suisse né à Genève. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions publiques importantes. Notamment, il a été élu en 2007 au conseil administratif de la ville de Genève. Puis, il est devenu maire de Genève en 2011 et président du conseil d'État de Genève en 2018. Et finalement, de 2012 à 2021, il est devenu conseiller d'État genevois et ministre cantonal en charge de la sécurité, de l'énergie et des technologies numériques ainsi que l'économie. M. Maudet a démissionné du Conseil d'État en 2020, puis fait un retour en politique en 2023 en étant réélu, montrant qu'il conserve un fort soutien populaire. M. Maudet fonde son propre mouvement Liberté et Justice sociale, LJS, et veut dépasser les clivages traditionnels et se positionne au centre avec une approche pragmatique basée sur des projets concrets. Ses grandes priorités sont la santé, la mobilité et les transports, la modernisation de l'État avec la transition numérique, l'économie et le pouvoir d'achat en soutenant l'économie locale et l'emploi, et finalement la sécurité publique et la protection des libertés individuelles. Monsieur Maudet, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir dans vos bureaux. Merci. Merci Monsieur Maudet. Pour commencer, nous avons une question récurrente dans One Human One Story. Nous voudrions savoir qui était Pierre Maudet lorsqu'il était un enfant, vos origines, votre parcours scolaire, et quand avez-vous su que vous vouliez entrer dans la politique? Alors, je suis né à Genève en 1978, donc je suis un pur produit genevois, mais avec des parents qui viennent, pour ma mère, des Grisons, donc de l'extrême est de la Suisse, et pour mon père, de la façade atlantique, de la Vendée, donc à l'autre bout de la France. Comme beaucoup de gens qui habitent Genève, ils se sont trouvés mariés, ils ont eu des enfants ici. Mais je suis un peu issu d'une certaine immigration, tout en étant très attaché à la ville qui m'a vu naître. J'ai grandi dans une famille où on a toujours parlé de politique, on a toujours parlé de l'activité civique, de l'implication dans la vie de la cité. Et puis j'ai eu la chance d'avoir, dans mon parcours scolaire, notamment dans mes dernières années d'école primaire, 5e, 6e primaire, des profs qui étaient eux-mêmes investis en politique, qui m'ont donné le goût de la chose publique, et qui m'ont permis dans les années 90, avec d'autres, parce que c'était une aventure collective, de créer ce qu'on a appelé les parlements des jeunes. C'est une période où beaucoup de parlements des jeunes se créaient au niveau des communes, avec l'idée qu'on ne doit pas faire une politique pour les jeunes, mais on doit faire une politique avec les jeunes, que ce qui les concerne doit venir d'eux, qu'on doit les impliquer assez tôt. Puis à l'époque, c'était en 93, 94, 95, on a fait toute une série de réalisations, par exemple les noctambus, dont on connaît encore l'existence aujourd'hui, le fait de pouvoir rentrer de façon sécurisée, tard dans la soirée ou de nuit, avec des transports publics pour les jeunes, c'est une idée qui est née des parlements des jeunes. D'accord. Merci beaucoup. C'est très très intéressant. Vous étiez déjà à la tête d'un parti politique quand vous aviez une vingtaine d'années. Élu à 29 ans, les journalistes vous appelaient le prodige de la politique suisse. Comment avez-vous vécu ce compliment ? Était-ce un avantage, un moyen d'attirer de l'attention ou au contraire, cela a-t-il suscité des attentes trop élevées et une exposition médiatique excessive? C'est une bonne question, un peu des deux. Vous connaissez le mythe d'Icare, auquel on peut se référer. En politique, et surtout en politique suisse, il faut toujours faire attention de ne pas que ça monte à la tête. D'abord, on le paye très vite si on réussit trop vite, trop souvent. Et il faut rester modeste et humble. Les réussites sont rarement individuelles, c'est plutôt collectif. Et puis, l'expérience que j'ai faite, qui est une expérience assez enivrante à certains égards, c'est que lorsqu'on est jeune et qu'on fait de la politique et qu'on a un certain succès, on peut, un peu comme une drogue, y devenir accoutumé. Pas forcément bien gérer le dosage, partie de l'idée que tout nous est dû et que finalement on est un peu en terrain conquis. Et en général, les circonstances nous rappellent à l'ordre. On se prend quand même quelques coups dans la figure, soit dans des votations, soit avec la presse qui n'est pas toujours tendre, mais qui fait aussi son travail.
Donc moi j'ai beaucoup utilisé la ficelle de la jeunesse pour m'autoriser une parole libre et parfois un peu insolente. Mais j'ai essayé de veiller à ce que ce ne soit pas une étiquette, parce que sinon on vous catégorise dans le registre des chiens fous qui sont tout le temps à ruer dans les brancards. Ce n'est pas le but non plus. Donc voilà, c'est un apprentissage que j'ai fait sur le tas. Je pense qu'il y a des principes fondamentaux auxquels il faut rester fidèle. Donc j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait participer et pas subir, qu'on avait le droit de donner son avis, et qu'il fallait écouter aussi l'avis des autres. Ça, il ne faut pas changer. Après, il faut essayer de garder la tête froide et puis de se rappeler effectivement que rien n'est acquis et qu'en politique, on peut très vite croiser en descendant les marches ceux qu'on avait dépassés par l'ascenseur. Merci beaucoup. Parlant du succès, quels conseils donneriez-vous à des jeunes étudiants comme nous qui auraient envie de s'impliquer en politique? Par où commencer, par exemple? Alors, je pense qu'il faut vraiment commencer par quelque chose de concret. Les grandes théories ou les approches un peu idéologiques, elles sont intéressantes, mais à titre plutôt documentaire ou académique, mais elles produisent rien de très immédiat. Et en fait, je pense qu'il faut expérimenter la satisfaction de voir des choses concrètes se réaliser sous les yeux qu'on a provoquées par des décisions. En fait, la politique, c'est améliorer le quotidien, c'est assez simple, c'est essayer d'améliorer le quotidien des gens par des décisions qui ont un impact. Parfois, on ne mesure pas l'impact, soit on surestime l'impact de certaines décisions, soit on sous-estime, c'est plus rare, l'impact d'autres décisions. Et c'est d'essayer de faire en sorte que la collectivité, je vais beaucoup utiliser ce terme, le collectif, puisse mieux vivre ou profiter de la situation. Moi, j'ai commencé ma vie politique avec des actions locales. La poubelle du coin, c'est la piste de skateboard, c'est qu'est-ce qu'on peut, comme jeune, par exemple, avoir comme dispositif de loisir. Et donc, je préconise de rentrer dans la politique sans vraiment avoir l'impression d'en faire, mais par un axe concret. Puis très vite, on se rend compte que ce qu'on vérifie dans certains domaines s'applique aussi à d'autres. Si on voit que, par exemple, une meilleure prise en compte des questions de loisirs pour les jeunes entraîne derrière des questions liées à l'environnement, à la santé, etc. Très vite, on se rend compte que la politique, c'est assez global. Et quand on tire un fil de laine par un côté, mais on touche d'autres thématiques. D'accord. Et moi, j'ai observé passablement de jeunes qui, soit sur des questions justement d'environnement, social ou autre, entraient par exemple dans une association, se démenaient pour faire avancer une cause, et qui ensuite se disaient c'est dommage que je ne profite pas de cette expérience de façon plus globale, et là je vais dans un parti, parce qu'aujourd'hui la démocratie elle suppose des partis, on peut les critiquer mais ils ont le mérite d'exister, de rassembler des gens d'origines différentes et d'avoir une vision globale de la société. D'accord, merci beaucoup. Parlant de ces petits gestes, ça peut revenir à une petite conviction par exemple, et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de défendre une position impopulaire à Genève en sachant que les citoyens pourraient voter contre? Oui, très souvent. Bon, alors d'abord, il n'y a pas de petites convictions, il n'y a que des convictions, et c'est plutôt des grandes convictions. Quand on parle de termes de conviction, c'est des choses dont on est convaincu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter les autres là-dessus, mais ça veut dire que c'est quand même un marqueur. Donc moi, j'ai toujours été convaincu, par exemple, que toute une série de sujets devaient se discuter au-delà des cantons. Les cantons sont petits en Suisse. Il y a 25 ans de ça, j'avais proposé avec d'autres la fusion du canton de Vaud et du canton de Genève. Je savais que ce n'était pas une idée très populaire. On s'est pris quand même 80% de refus dans la figure en votation. Mais ce n'est pas grave, c'est l'intérêt de la démocratie, c'est de provoquer le débat. Alors si on peut éviter d'accumuler les échecs, c'est quand même mieux. Mais prendre le risque de dire, moi je suis conforme à mes convictions, je vais de l'avant, je trace un sillon, peut-être que je perdrai demain, mais que je gagnerai après-demain. Peut-être que si la proposition que je vais faire elle va gagner en maturité, en intelligence, en étant mise sur l'espace public et confrontée au débat, bien sûr, heureusement, je ne gagne pas sur tout, je ne suis pas majoritaire sur tout, sinon on serait en dictature. C'est bien répondu, et ça revient à Genève et aussi les enjeux internationaux de Genève. Pour vous, parlant de Genève, si vous racontez notre ville à travers d'une histoire, celle qui symbolise le mieux la ville aujourd'hui et ses enjeux, laquelle choisiriez-vous ? Alors, comme ministre des Transports, je parlerai de la première fois dont on a mentionné le nom de Genève dans l'histoire, qui est le franchissement par César du Rhône pour aller battre les Helvètes et ensuite les Gaulois. Parce que ce qui marque Genève dans la topographie, c'est évidemment un cours d'eau
qui contrarie beaucoup les transports et la mobilité, tous ces débats sur la traversée du lac, etc. Donc voilà. Après, si je dois parler de l'esprit de Genève, c'est évidemment la Réforme, c'est Calvin, c'est la cité-refuge du protestantisme au XVIe siècle. C'est avec ce que ça peut receler aussi de côté, je dirais pas négatif, mais disons de retenue. On pense qu'on est dans une ville qui est en contact direct avec l'Éternel. C'est une des rares villes qui, par exemple, sur sa colline, a non pas un château, mais un sanctuaire, un édifice religieux. La Réforme, elle a beaucoup marqué cette ville. Moi, je suis protestant, j'ai des convictions qui sont ancrées dans la notion de l'effort, du travail, etc. Puis je pense que c'est très protestant. Si on veut retenir un fait historique plus connu à Genève, en tout cas que les enfants connaissent, c'est l'escalade. Et c'est la résistance à l'oppresseur sournois qui attaque nuitamment. Mais c'est aussi une petite leçon de résilience et de chance. Donc voilà, il y a plein d'éléments historiques qui permettent de comprendre quel est l'ADN de cette ville. En lien avec votre question, plus récemment, il y a eu la création de la Société des Nations, l'installation de l'ONU, la dimension internationale de la ville. C'est une toute petite ville en fait en termes de nombre d'habitants. Elle fait à peine un peu plus de 200 000 habitants. Pour la ville en tant que telle, dont j'ai été le maire il y a quelques années, elle a un rayonnement international, ne serait-ce que parce que sur toutes les portières et les capots des véhicules du CICR, qui sont parfois les seuls à aller dans certains terrains de conflit, c'est CICR Genève. Donc, je pense que c'est une des 10 villes les plus connues au monde. Je suis d'accord, et spécialement que toute cette situation avec les ONU est très intéressante et ça fait vraiment partie de Genève. Récemment, nous avions interrogé le directeur de la Fondation pour Genève, il y a quelques mois, sur le fait que les Nations Unies ont souffert des coûts budgétaires importants. Comment voyez-vous l'évolution du rôle de Genève en tant que partenaire diplomatique et le travail humanitaire ces prochaines années ? Bon, le risque pour Genève, c'est de perdre de la substance, c'est-à-dire perdre des compétences, des employés d'organisations internationales qui sont au cœur du système et qui amènent, par leur expérience, leur savoir-faire, leur réseau, des capacités de trouver des solutions ici à Genève. On voit que le système multilatéral, il est quand même méchamment attaqué dans les circonstances actuelles par plusieurs grands pays, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Donc la vocation d'une ville comme la nôtre d'accueillir des grandes sessions multilatérales, elle a un peu baissé. La vocation d'une ville suisse comme Genève d'accueillir ce qu'on appelle les bons offices, des négociations particulières, elle est variable. On a eu quand même le sommet Biden-Poutine en 2021, qui était une bonne surprise, mais c'est moins fréquemment le cas que par le passé. Donc il y a un double rôle. Il y a un rôle un peu de concierge, d'hôtellerie, d'hôtelier, d'hébergeurs de conférences internationales, qu'on n'a pas perdu, mais par l'évolution de la situation internationale et la position de la Suisse, et notamment de sa position sur la neutralité, qui a un peu diminué. Et puis il y a, et c'est pour moi le risque principal, une perte de substance, départ dans d'autres villes, diminution des budgets, qui pourrait être préjudiciable pour Genève si elle devait se confirmer dans une tendance lourde à long terme. D'accord. Parlant des caractéristiques de Genève, les coûts de la vie viennent en jeu. Et par exemple, comment pensez-vous que la hausse d'inflation au cours des 5 dernières années a affecté les ménages aux revenus les plus faibles à Genève ? Alors je dirais que c'est moins l'inflation que l'augmentation des charges contraintes et courantes comme les primes d'assurance maladie ou les loyers. Le loyer, c'est aussi un reflet de l'inflation. Mais en comparaison d'autres pays, on n'a pas une inflation si galopante que ça. En revanche, comme tous les pays occidentaux, on est, je le vois bien comme ministre de la Santé, de plus en plus tributaire de coûts liés au vieillissement de la population, à l'évolution des médicaments, à des prises en charge qui sont aujourd'hui plus efficaces, mais qui se répercutent sur les coûts. Et je pense que par exemple pour les budgets des familles plutôt modestes, le poids des primes d'assurance maladie et du loyer est énorme et de moins en moins supportable. Donc ça c'est une vraie préoccupation, parce que ça provoque au bout d'un moment un exode de ces personnes qui font partie de notre mixité sociale. Le but, c'est pas que Genève devienne un Monaco sur l'aimant. Donc il y a plusieurs façons de réagir à ça. Une des façons concrètes, et là de nouveau je vais essayer de faire la démonstration que la politique a un impact concret sur les gens. C'est une proposition qui a été faite en début de législature, de rendre l'abonnement des TPG gratuit pour les moins de 25 ans.
Très concrètement, c'est 400 francs d'économiser par tête et par famille. Vous avez 3 enfants, c'est 1200 francs d'économiser que vous restituez dans le porte-monnaie des parents pour des achats et pour conserver du pouvoir d'achat. Parlant de la résilience et les épreuves, une épreuve est le changement comme les subsides pour la TPG. Pour vous, quel a été le moment le plus difficile, personnellement et politiquement, et comment gère-t-on la pression médiatique, le jugement public et parfois la perte de confiance? Vous dites en général sur ma carrière? En général. Le moment plus difficile, c'était pour moi la crise que j'ai connue dans les années 2000. C'est un peu la crise de la quarantaine. J'avais écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelait Quarantaine, qui m'a amené à devoir démissionner, à quitter la politique pour y revenir ensuite. Je disais que c'était un peu une drogue. Oui, je confirme que c'est une drogue. Et que si on est vraiment passionné de ça, une fois qu'on y a goûté, on n'a pas envie de la quitter parce qu'on a une influence. C'était modeste, mais une influence quand même sur le cours des choses. Donc là, la difficulté pour moi, ça a été de protéger ma famille, de faire en sorte que les attaques qui étaient nombreuses ne les touchent pas. Et le problème, c'est que quand vous êtes un homme ou une personnalité publique, fatalement, on essaye d'attaquer par tous les côtés. Ça m'avait passablement gêné, mais ça faisait partie, je dirais, des conditions de base dont j'étais parfaitement au courant. Sur le fait que d'avoir une vie politique, c'est une vie publique, et une vie publique, c'est potentiellement exposer ses proches. D'accord. Et vous avez parlé du fait que quand on goûte à la politique, on a du mal à s'en laisser. Y a-t-il eu un moment où vous avez douté de continuer en politique? Et pour vous, est-ce que c'est un choix que l'on prend seul ou en accord avec sa famille? Non, alors on ne fait jamais ce choix seul, on le fait parce que c'est la famille va toujours porter une partie. Moi, j'ai renoncé un moment à la politique. Je me suis rendu compte que j'allais travailler dans le privé, ce qui m'a beaucoup plu à certains égards, mais moi, je n'étais pas fait spécialement pour ça. Donc, on peut un moment, et je pense que c'est bien, faire le choix de sortir, de changer d'air. Un des risques en politique, c'est d'avoir des gens qui s'incrustent trop longtemps au même poste. La chance que j'ai eue aussi, on peut dire que je suis mort en politique, et rené quelques années après dans des domaines complètement différents. Je me suis beaucoup occupé d'économie et de sécurité, puis maintenant je suis sur les transports et la santé, et c'est presque un nouveau départ. C'est un nouveau départ même. Donc le virus de la politique, on l'a ou on l'a pas. On peut le contracter, mais une fois qu'on l'a, on ne le perd plus en principe. Il y a différentes manières de s'accomplir, il n'y a pas que des mandats électifs. Je vois des gens qui sont actifs en politique à la tête d'associations, qui ont une activité militante, ça je l'ai fait aussi, moins maintenant, mais la récolte de signatures, etc. Donc il y a mille et une façons de s'accomplir en politique. Merci beaucoup. Pendant votre carrière, quelle rencontre avec un citoyen ou une personnalité politique vous a le plus marqué dans votre carrière? Et qui m'aurait marqué sous quel angle? Sous un angle justement politique, un peu comme un modèle, ou bien... Parce qu'à vrai dire, la politique fait rencontrer énormément de gens, y compris et surtout en dehors de votre domaine d'activité. Moi, au départ, je suis juriste, j'étais prédestiné pour devenir avocat, ce que je ne suis pas devenu, et je ne suis pas actif dans le domaine du droit. Et donc la politique ouvre sur des tas de personnes, des tas de rencontres marquantes, des personnes les plus connues ou prestigieuses. J'ai accueilli par exemple le pape François à l'été 2018, ici à Genève. C'était une rencontre assez incroyable. Je me rappelle d'une personnalité quand j'étais maire de Genève, j'avais rencontré le maire de New York, Michael Bloomberg, à l'époque. Voilà. D'égal à égal entre maires, pour une métropole de 8 millions d'habitants, et moi, le représentant d'une ville de 200 000 habitants, mais des super discussions. Comme des gens totalement inconnus, mais extraordinaires, qui au quotidien, ici, accomplissent des petits miracles. Je pense à des personnes âgées, je pense à d'anciens déportés ou résistants qui sont malheureusement décédés aujourd'hui, mais qui percevaient Genève comme une ville refuge, dans laquelle ils avaient trouvé refuge justement. Donc voilà, il y aurait mille et une anecdotes à raconter. On n'a malheureusement pas le temps. Non, malheureusement. On a touché sur ça, le fait que vous êtes un père de famille, de 3 enfants.
Et comment protège-t-on sa famille et ses proches lorsque l'on est sans cesse scruté par les médias et les réseaux sociaux? Leur avez-vous donné des conseils ou fixé des règles par rapport à leur propre exposition médiatique et leur présence sur les réseaux sociaux? Alors, si on parle notamment de mes enfants ou de ma femme, moi j'ai fixé des règles pour moi-même, c'est de ne jamais les exposer. Je pense que c'est très dangereux, et pas mal de personnalités politiques le font, mais quoique moins maintenant, de donner le sentiment qu'on instrumentalise, qu'on fait des photos en reportage avec sa femme, ses enfants, etc. Il y a toujours un phénomène boomerang, ça revient en retour de bâton un jour ou l'autre. On dira, mais vous les avez utilisés, exposés, ne vous étonnez pas maintenant qu'ils soient de nouveau exposés, mais dans des conditions plus négatives. Donc les protéger, c'est d'abord, non pas les nier, ils font partie de ma vie et ils sont importants, ils contribuent, et heureusement aussi à structurer mon agenda, pour prendre que cet exemple-là, mais je ne vais pas les utiliser ou les exposer. Ensuite, j'ai appris à mes enfants qu'il fallait prendre de la distance avec les médias, parce que ce qui était dans les médias était parfois vrai, mais pas toujours, et que l'information n'est pas neutre. Puis ensuite, je leur ai beaucoup parlé, beaucoup expliqué ce que je faisais, pour qu'ils puissent, cas échéant, c'est plutôt sympathique pour mes filles, lorsqu'elles sont apostrophées, on dit « Ah, mais c'est ton papa qui a contribué ou qui a rendu possible les abonnements gratuits pour les TPG ». Oui, mais la polémique suivante, 3 jours après, il y a quelque chose de négatif, il faut l'endurer aussi. Donc je pense que mes enfants sont prudents. Ils disent ce que fait mon papa, c'est mon papa, et c'est pas, moi je suis pas directement impliqué dedans, puis ils gardent une certaine distance. D'accord. Alors pour vous, c'est très important de créer une distinction entre l'information et la mésinformation pour vos enfants en fait. Oui, c'est important de leur expliquer, c'est important de leur dire qu'il y a de moins en moins une vérité, mais qu'il y a des perceptions différentes d'une même réalité, mais qui est perçue précisément différemment. Que dans la politique, il y a aussi de la subjectivité, des émotions. Depuis tout petit, moi je ne peux pas aller au marché à Genève ou faire des courses sans être apostrophé par des gens, ce qui est normal. Ça fait partie de l'idée qu'on se fait, surtout en Suisse, de l'homme ou de la femme politique qui est accessible. Donc au bout d'un moment, ça les insupporte, parce que faire des courses prend 2 voire 3 fois plus de temps qu'avec leur mère. Mais ça fait partie aussi des gens sympathiques, qui remercient, qui sont chaleureux, des gens parfois désagréables, puis on les gère. D'accord, merci. Dans notre podcast, nous aimions avoir l'avis de la personnalité publique, mais aussi de l'homme privé. Si votre carrière s'arrêtait demain, que voudriez-vous laisser au niveau politique, mais aussi au niveau personnel? Alors moi, la situation s'est produite, donc c'est assez facile de vous répondre, puisque je suis mort politiquement en 2021, que personne n'envisageait mon retour, et que je suis ressuscité. Lorsque j'ai dû quitter un peu du jour au lendemain, parce que ça peut se produire aussi, les accidents de parcours, les actions dont j'ai été le plus fier, c'est celles qui ont changé le cours de l'existence des gens. Et je vous donne un exemple, un projet qui me tenait beaucoup à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelait le projet Papyrus, qui a consisté à régulariser les personnes sans papier. Ce n'était pas vraiment un projet soutenu par les partis dont j'étais issu, ce n'était pas tellement un projet de droite, c'était plutôt un projet de gauche, mais que la gauche n'avait jamais réussi à concrétiser. Et donc c'est un projet qui m'a permis, avec mon administration, d'identifier environ 2500 à 3000 personnes qui n'avaient pas de papier, mais qui avaient une activité économique, mais qui étaient un peu des fantômes, c'est-à-dire dans la crainte qu'au premier contrôle de bus, la police les attrape et les renvoie. Pas de situation légale, pas d'impôts, pas de... Bon. Alors que c'est des gens qui, pour l'écrasante majorité, ne posaient strictement aucun problème pénal, d'amende ou autre. C'est juste le fait qu'ils existaient, mais sans statut légal, ce qui est en tant que tel une question qui peut se poser. Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'il y a des employeurs qui ne payent pas les charges, etc. Mais on a régularisé ces situations. Et beaucoup de ces personnes m'ont témoigné ensuite de leur gratitude, parce que précisément, c'était des fantômes. Ils avaient peur, ne serait-ce que d'un contrôle de tickets dans les bus. Cette action-là, je pense qu'elle a changé la vie de ces personnes-là, qui se sont mis à payer des impôts, payer des cotisations sociales, bénéficier d'une couverture d'assurance, mais contribuer aussi de façon officielle, digne, ouverte, au bon fonctionnement de la société. Et ça, je pense que c'est des actions dont on peut être fier. Donc, pour avoir connu une forme de mort politique et être en fait maintenant un survivant, je peux dire que ça, c'est un bon exemple et que j'espère en avoir d'autres le jour où soit je décide, soit par les circonstances, je quitte l'activité politique. Ça revient pratiquement à une convergence entre des idéologies, des idées de la droite et de la gauche qui peuvent être échangées.
Pour vous, est-ce que vous croyez que la droite et la gauche peuvent avoir des idées en commun ou il n'y a aucune relation? Moi, je crois d'abord à l'existence de la droite et de la gauche, qui est de moins en moins claire et de moins en moins lisible dans certains pays comme la France, par exemple. On n'y comprend plus grand-chose. Mais je pense que, par exemple, la notion de classe sociale, elle structure la politique. Et donc, il ne faut pas nier ces existences-là. Ce que je regrette, c'est l'absence de dialogue intelligent. Et donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une dialectique possible, qui a des idées intéressantes qui ne peuvent provenir souvent que de la gauche ou de la droite parce qu'elles reposent sur des valeurs ou des principes. Je vous donne un exemple, la notion de solidarité qui est très très forte à gauche. La solidarité dans l'absolu peut amener à des situations égalitaires dramatiques. En revanche, le fait de prendre conscience qu'on fait partie d'une collectivité, d'une communauté et qu'on doit par exemple avec des mécanismes d'assurance couvrir les risques de certains pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils y développent à la fois une santé mentale et une activité économique correcte, ça me semble juste. Maintenant, comment est-ce qu'on la met en musique? Je peux emprunter à la droite des solutions que je trouve non seulement bonnes, mais en plus de ça, justes. Et donc moi, j'ai jamais été un politicien dogmatique ou qui restait... Ce qui m'insupporte, par exemple, c'est qu'on disqualifie une idée parce qu'elle vient de tel ou tel camp. Non, discutons-en, puis on verra, puis on peut essayer de l'améliorer collectivement. On s'approche à la fin de notre interview et on inclut la dernière question. Votre mandat se termine en 2028. Que pourriez-nous vous souhaiter pour la suite de votre carrière, Monsieur Maudet? Alors, ça va être la fin de mon premier mandat de ma deuxième vie. Et en fait, j'ai déjà vécu ce moment, il est un peu particulier parce que si je décide de me représenter, ce qui est probable, à ce moment-là, vous êtes sanctionné par l'électorat, vous êtes jugé sur votre bilan. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant ou pas. Vous pouvez avoir une mauvaise surprise, mais disons, contrairement à l'élection précédente où j'étais plus en place, j'ai été élu sur des promesses. Là, je vais être, si je me représente, élu ou réélu sur un bilan. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être réélu, mais d'être élu pour de bonnes raisons, parce que les gens auront considéré que j'aurais fait avancer les choses. Finalement, c'est assez simple. Si vous pouvez remettre à votre successeur, qui parfois est vous-même, une situation meilleure que celle dont vous avez hérité, vous pouvez être satisfait. Meilleure sous l'angle de la qualité de vie, de l'amélioration de l'état de la population. Et quand je parle de l'état de la population, de la qualité de vie, c'est pas seulement le bien-être matériel, c'est aussi d'avoir des citoyennes et citoyens, des jeunes par exemple, qui s'impliquent, qui sont conscients. Donc j'essaye dans beaucoup de projets d'impliquer des jeunes, de dire mais intéressez-vous, regardez comme ça évolue. Dans quelques années, c'est vous qui êtes aux manettes. Pour ça aussi que j'ai répondu favorablement à votre demande. Donc si de manière globale, le sentiment qu'on peut avoir, c'est celui qu'on a contribué à améliorer la situation et rendre le monde un peu meilleur, tant mieux, c'est déjà pas mal. Merci Monsieur Maudet, c'est clair. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Monsieur Maudet, nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions avec autant de transparence. Nous avons pu découvrir à la fois l'homme politique, mais aussi la personne derrière la fonction. Cet éclairage que vous avez partagé avec nous permet de comprendre comment se construit un parcours politique, les difficultés qui peuvent jalonner ce chemin, ainsi que la combativité et la résilience nécessaires pour revenir sur la scène après tant d'années. Nous espérons que parmi notre jeune audience, vous aurez suscité des vocations et donné l'envie à certains de s'engager dans une carrière politique au service de l'intérêt public. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.